Alors, nous allons parler donc de mobilité numérique, mobilité du futur. Nous vivons une révolution de la mobilité numérique où la data devient la matière première. L'IA aussi est également extrêmement important. Donc, quels sont les grands enjeux de la mobilité numérique durable même pour nous, pour la France et pour le monde? Et qu'est-ce que la mobilité va changer concrètement dans nos vies, à la fois personnelles, professionnelles, au quotidien, dans les transports, la consommation, les villes et même dans l'armée? On verra qu'il y a aussi des choses dans ce domaine-là. Alors, pour commencer, je demande à Joël de Ronet donc, de répondre à cette question. Qu'est-ce que la mobilité va changer concrètement dans nos vies? D'abord, avant de répondre à cette question qui sera l'objet en fait de tout le débat, je voudrais revenir à deux mots qui se ressemblent beaucoup et qui me permettent d'introduire mon propos. Ces deux mots sont le lieu et le lien. Ils sont presque pareils, le lieu et le lien. Le lieu, c'est un endroit qui fait que quand on va dans un autre lieu, on se déplace par la mobilité physique. Cette mobilité physique, elle utilise un moyen de transport. Les pieds, bien sûr, mais aussi des vélos, une voiture, le transport collectif, qui demande de l'énergie, qui demande de l'espace pour se déplacer et demande du temps. Donc, le lieu, le déplacement, la mobilité entre des lieux, c'est ce qu'on connaît physiquement depuis longtemps. On est habitué à ça. Mais la révolution est arrivée, la vraie révolution, avec le numérique, avec Internet d'abord, et maintenant, comme Internet a disparu, c'est fusionné dans un écosystème numérique. Le lien permet le déplacement dans l'espace, mais sans se dépenser beaucoup d'énergie. Certes, les systèmes informatiques dépensent de l'énergie, on pourra y revenir, mais avec la possibilité de cliquer sur un lien pour aller en un autre lieu physique, pour le tourisme par exemple, ou un autre lieu d'esprit, pour passer d'un sujet à un autre grâce au lien cliquable. Et je voudrais quand même, dans le cadre de la mobilité, rappeler l'extraordinaire importance de ce qu'on appelle l'hyperlien, URL, sur le monde d'Internet. Et je rappelle aussi ce qu'on a beaucoup oublié, les gens maintenant, les trop jeunes, ont l'oublié, c'est HyperCard de Apple dans les années 70. HyperCard, c'était un stack of cards, des cartes numériques, sur les ordinateurs de l'époque, les premiers ordinateurs. Quand on cliquait sur une carte, on allait, grâce à un mot-clé, sur la carte de 28. Et sur la carte 28, on trouvait un autre mot intéressant. Quand on cliquait dessus sur l'ordinateur, dans l'ordinateur seulement, pas en réseau, on allait sur une autre carte. C'est cette idée que Tim Berners-Lee et les gens qui ont inventé le web, avec le World Wide Web dans les années 90-92, ont eu l'idée d'utiliser l'hyperlien pour permettre la communication des gens entre eux et des ordinateurs entre eux. Donc, hyperlien, hyperlieu. Hyperlieu, c'est le monde des transports dans le monde entier. C'est le fait que ces transports utilisent énormément d'énergie, d'où le fait que l'on parle maintenant de plus en plus de mobilité durable, et d'où également le fait que de plus en plus le numérique est associé à la mobilité durable pour économiser l'énergie, pour favoriser les contacts entre les gens. Que serait Uber, que serait la Blablacar, que serait le Blue Car de Bolloré, que serait le Vélib sans le numérique? Le numérique a transformé un transport individuel, le vélo, la voiture personnelle, en un transport collectif. 10 000 personnes dans Paris par beau temps sur Vélib. 8 000 personnes sur des voitures, et bientôt ce sera des voitures autonomes, encore plus avec le numérique. Donc, voyez bien la différence entre le lieu et le lien. Et cette différence entre le lieu et le lien, le fait que le lien, en ouvrant des possibilités de déplacement, de mobilité pour l'esprit et de mobilité physique d'un espace à l'autre, change complètement la relation au travail, qui est aussi le but de ce thème. Le travail aux robots, la vie aux humains. Le travail, pourquoi ? Parce que le numérique permet la désynchronisation des temps et la délocalisation des tâches. C'est pourquoi c'est un peu stupide de continuer à parler du télétravail. Parce que dans télétravail, on a une vision binaire. On dit ou on travaille à la maison, ou on travaille au bureau. Or, ce que je viens de dire, la désynchronisation du temps et la délocalisation de l'espace, grâce au numérique, grâce à la relation entre le lien et le lieu, fait que le travail change complètement. En déplaçant dans le métro, dans un taxi, en venant ici, vous continuez à travailler. Pendant le déjeuner, pendant la pause, vous allez continuer à envoyer des mails ou recevoir des informations, envoyer des iMessages. Donc,
le lien et le lieu doivent être la base fondamentale de notre réflexion sur la mobilité du futur et surtout sur la mobilité durable, parce qu'il n'y aura pas de mobilité durable sans l'importance du numérique. On va le voir de plus en plus avec les voitures autonomes et on le verra de plus en plus avec la capacité, grâce à nos smartphones, nouvelle télécommande universelle, de communiquer avec notre voiture électrique, savoir où en est son chargement, communiquer avec notre voiture pour savoir où en est sa pollution. On n'aura pas seulement un tableau de bord de vitesse, un tableau de bord de consommation de carburant, mais un tableau de bord de pollution, un tableau de bord aussi de bruit. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un ici qui est spécialiste à l'Institut du bruit. Donc la voiture va devenir un outil communicant, un chatbot qui va nous parler, comme le fait déjà la Tesla de Elon Musk, un outil de plus en plus en connexion et en symbiose avec nous. Donc voilà, le lien, le lieu, symbiose avec le numérique, c'est le futur de la mobilité durable. Merci Joël. Donc François Tadei, quand on parle de mobilité, vous aimez aussi parler de... rappeler qu'il y a aussi évidemment la mobilité intellectuelle, la mobilité individuelle et collective. Oui, puis ça fera sans doute le lien avec une partie des discussions précédentes et de celles qui suivront. On a besoin effectivement dans cet espace, et Joël le disait très bien, de penser les liens entre le monde physique et le monde des idées. Et cette mobilité intellectuelle, elle est toujours plus nécessaire, parce qu'à mesure que les machines vont être capables de faire des choses qui nous étaient propres, il va falloir qu'on se déplace et qu'on travaille sur d'autres dimensions. Donc je pense que ça, c'est typiquement un sujet qu'on peut essayer d'aborder aujourd'hui. Et qui est un peu en filigrane, hein, ça a été dit par nombre d'intervenants, et je suis sûr que ça le sera encore. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que dans ce monde-là, il y a tout un tas d'outils qui peuvent être inspirés du monde physique. Hein, dans le monde physique, on a une carte physique, on a des cartes mentales de ce monde physique. On a maintenant des GPS, on a des capacités de cartographie dynamique qui nous disent quel est le temps de trajet pour aller d'ici à notre prochain lieu de rendez-vous. Et on est capable on a des Blablacar, on a des Tinder, on a des systèmes qui nous permettent de trouver d'autres qui peuvent avoir des intérêts communs. Au moins en termes de transport, voire d'activités romantiques ou autres. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose dans le monde des connaissances? Donc le monde des connaissances, c'est un monde qui a beaucoup plus de dimensions que les 3 dimensions de notre espace auquel on est habitué, mais qui a un nombre de dimensions qui va croissant à mesure qu'on fait des découvertes, mais qui au moins un pas dans le temps est cartographiable. Et d'ailleurs, c'est bien ce que font les algorithmes de Google et autres, puisqu'ils nous cartographient dans cet espace, mais eux ne nous voient que comme un être qu'ils veulent déplacer vers une perspective d'achat, quand ils vendent de la publicité à tel ou tel annonceur. Et la NSA utilise le même genre de données pour savoir si on a une probabilité de devenir mobile vers terroristes ou autres choses qui peuvent les intéresser. La question, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas l'équivalent des outils que je décrivais dans le monde géographique pour nous. On n'a pas encore de GPS de la connaissance, on n'a pas encore de cartographie des connaissances où on pourrait... et on peut tout à fait créer ces outils. Hein. Tous les algos qui existent, toutes les données qui existent, si on sait les réutiliser dans ce but, on va pouvoir s'en servir. Et donc, on doit pouvoir développer ce qui pourrait être perçu comme des technologies socratiques, pour utiliser une métaphore, au sens des technologies du connais-toi toi-même, qui nous aident à savoir où on est positionné dans l'espace des connaissances, et qui pourraient nous aider à savoir quelles sont les opportunités qui sont autour de nous. On peut mieux comprendre ce que l'on sait, mais aussi ce que l'on ne sait pas encore. Et ce que l'on ne sait pas encore et qui est néanmoins à proximité de ce que l'on peut déjà savoir, et donc on pourrait apprendre d'autant plus facilement. Et donc on pourrait savoir que le métier sur lequel on est peut-être en train d'être au moins en partie réinventé par les machines, mais qu'il y a de nouvelles opportunités professionnelles qui pourraient nous être offertes, et on pourrait donc savoir où on est situé, où sont situées ces opportunités, et quelles sont les possibles pour aller de là où on est à là où on pourrait être. Et donc là, on pourrait être invité à suivre un MOOC, à suivre un cours en ligne, à suivre un cours en présentiel, à rencontrer un mentor qui a déjà fait une partie du chemin, à faire le trajet avec des pairs qui peuvent avoir envie d'aller dans la même direction. Et donc, on peut faire entre guillemets, du covoiturage intellectuel pour aller vers ça. On pourrait rencontrer l'âme sœur intellectuelle qui, comme un Tinder de la connaissance, qui nous inviterait à rencontrer des gens qui ont des connaissances complémentaires aux nôtres. Et tout ça, ça peut paraître relativement utopique, mais quand je reviens de Singapour et quand je leur raconte ce genre de choses, ils me disent bah, « François, nous, ce genre de choses, ça sera opérationnel en septembre. » Donc on voit bien que ce genre de systèmes sont en train d'émerger. Et il y a une question de savoir qui
doit organiser ces systèmes? Est-ce que ça doit être le privé, et si oui, celui de la Silicon Valley ou d'ailleurs? Est-ce que ça doit être des services publics de la connaissance au XXIe siècle? Et si oui, comment est-ce qu'ils doivent être organisés? Ça ne doit pas être des bureaucraties et ça ne doit pas être des Big Brother. Mais et donc il faut évidemment, il y a tout un tas de questions sur le respect de la vie privée. C'est déjà le cas pour nos déplacements physiques, mais je pense que c'est au moins aussi vrai de nos déplacements dans l'espace des connaissances, parce qu'ils disent des choses plutôt plus intimes sur nous. Si vous avez appris une nouvelle position sur le Kama Sutra, vous voulez peut-être pas le partager avec votre belle-mère. Là, il y a un certain nombre de gens avec qui on peut avoir envie de partager telle ou telle partie des connaissances que l'on peut acquérir. Mais ces connaissances, on apprend tout le temps et partout aujourd'hui. Hein, donc, cette délocalisation de nos capacités d'apprentissage. Et donc, ça nous amène aussi à repenser les systèmes éducatifs, que ce soit la formation initiale et la formation continue, ce qui se passe dans le scolaire et dans l'université. Donc, il y a des travaux, et en l'occurrence, on vient de rendre un rapport avec Guillaume Houzel et Catherine Bizot-Becchetti sur la société apprenante, et donc comment est-ce qu'on apprend non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Comment est-ce qu'on peut se positionner, nous, dans l'espace des connaissances, mais aussi notre collectif, notre entreprise, notre pays, et comment est-ce qu'on peut saisir les opportunités qui sont devant nous. Très bien, merci beaucoup. Mélanie Marcel, en tant que scientifique engagée pour la recherche et l'innovation responsable, vous vous intéressez aux enjeux de société en fait, auxquels peut répondre la mobilité numérique et les objets connectés. Absolument. Alors, on l'a dit, le thème, le travail au robot, la vie aux humains. Et moi, je vais m'intéresser particulièrement à la vie, oui, mais quelle vie ? Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous dans cette salle au courant des enjeux sociaux et environnementaux énormes qui pèsent sur nous. Et donc la question, moi, que je vais poser et que j'aimerais partager avec vous, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, face à ces enjeux, on peut utiliser la technologie, dont les robots, ou la science, la recherche, pour trouver des réponses à ce type d'enjeux. Je vais aborder deux exemples particuliers. Le premier, ça va être celui de la voiture autonome, la voiture qui peut vous amener d'un point A à un point B sans que vous ayez à la conduire. Je pense que ça va sûrement être abordé par d'autres intervenants de cette table ronde. Ce que j'aimerais vraiment mettre en avant dans cet exemple-là, c'est que l'un des premiers acteurs à s'être vraiment penché très sérieusement sur la question et avoir commencé à développer cette technologie, c'est en fait les laboratoires de Google, qu'on appelle les Google X Labs. Et il faut savoir une chose, c'est que ces laboratoires-là, avant de se lancer sur un sujet, ils ont besoin de répondre à 3 critères. Le premier, c'est que la problématique doit toucher au moins 1 million de personnes. Le deuxième, c'est que le produit qu'ils veulent développer doit pouvoir être rentable. Et le troisième, c'est que le produit qu'ils veulent développer doit pouvoir répondre à une problématique sociale ou environnementale, améliorer la vie des gens. Et ils ont beaucoup de projets qui passent les 2 premiers critères, donc ça peut toucher 1 million de personnes et ça peut être rentable, mais ils décident de les jeter. Et ils veulent absolument que le 3e critère, c'est-à-dire avoir des impacts positifs pour la vie des gens, soit rempli. Et dans le cas de la voiture autonome, en fait, ce qui les a poussés à continuer le travail, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans plus de 90% des cas, quand il y a un accident de la route et des décès sur la route, c'est l'erreur humaine qui est mise en cause. Donc en fait, créer une voiture qu'on n'aurait pas besoin de conduire, qui conduirait elle-même, qui a priori n'aurait pas de problème de fatigue, qui a priori n'aurait pas de problème de conduite en état d'ébriété, etc., etc., ça pourrait répondre à cette problématique-là. Le deuxième exemple que je veux apporter, on parle ici de mobilité. Évidemment, quand on parle de mobilité, on va très facilement le lier à l'industrie automobile. Et quand on parle aux acteurs de l'industrie automobile, le prisme abordé quand il s'agit de répondre à des questions sociales ou environnementales est vraiment celui de la mobilité, justement. Mais je pense que c'est assez important aujourd'hui pour les entreprises de réussir à se décaler, de réussir à se rendre compte que dans leur cœur de métier, ils peuvent répondre à des problématiques auxquelles ils n'avaient pas pensé. Alors dans le cas de l'automobile, ça peut être évidemment l'autonomie des seniors, ça peut être la santé des passagers. Je vais aborder aujourd'hui un exemple qui est encore plus éloigné et encore plus inattendu, c'est celui de la sécurité alimentaire. Il faut savoir que en Asie du Sud-Est et en Afrique, on a plus de 30% des denrées alimentaires qui sont perdues
parce qu'il manque un véhicule utilitaire réfrigéré low cost. Et donc en fait, une industrie automobile qui voudrait attaquer ces marchés-là, qui proposerait un produit à bas coût, durable, pour les personnes, pour les populations dans ces pays-là, pour qu'ils puissent amener leurs produits sur les marchés avant que ces produits soient perdus, bah, finalement, ça peut répondre à une problématique de sécurité alimentaire. Et donc, on se rend compte qu'un constructeur automobile peut apporter une réponse à une problématique de sécurité alimentaire et que les entreprises aujourd'hui peuvent s'emparer d'enjeux sociaux et environnementaux sur un très large spectre et qu'il faut tout simplement qu'elles repensent leur cœur de métier en se demandant pour l'humanité, pour l'avenir de l'humanité et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut faire, à quelles problématiques on est en capacité de répondre. Merci Mélanie. Alors Christian Peugeot, vous êtes président donc du comité des constructeurs français d'automobiles. Donc le regard d'un professionnel de l'automobile est évidemment intéressant puisque l'automobile est leader en fait de l'intelligence artificielle. Elle draine un peu toute l'industrie. Comment elle s'adapte à la mobilité du futur ? Comment elle va essayer de s'adapter à une révolution complète. Pour la petite histoire, j'ai 2 enfants qui habitent à San Francisco. Mais ce qui m'envoie le plus, c'est des vidéos de San Francisco en 1906, dans la rue. Vous faites San Francisco 1906, tremblement de terre, et vous avez l'image de la circulation mélangée à partir d'un tramway automobile qui traverse partout, des piétons, des chevaux, enfin c'est extraordinaire. C'était une révolution il y a 100 ans. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est pratiquement devant une révolution aussi grande que celle-là. Ma voisine a cité des exemples tout à fait pertinents. Je pense qu'on va, dans les 10-15 ans qui viennent, effectivement vivre une évolution révolutionnaire. Alors, il y a 2 choses qu'on peut dire. Le produit automobile lui-même, bien sûr, va intégrer tout un ensemble de techniques de connectivité et d'automaticité qui vont modifier énormément la donne. Il y en a déjà beaucoup. Moi, dans ma 308 de tous les jours, j'ai un freinage automatique qui a déjà fonctionné 10 fois, j'ai compté. Bon, je n'aurais pas forcément eu d'accident, mais en tout cas, ça prend la main. C'est-à-dire ça me remplace et c'est un élément de sécurité. Bon. Et puis, on travaille, vous le savez, sur des voitures qui puissent être complètement autonomes avec une délégation. Ça sera probablement facile sur les autoroutes, dans les embouteillages. Ça va être les premières applications d'autonomie pour tout le monde. Ça sera un peu plus compliqué, place de l'Étoile, parce que là, il n'y a pas de règles. Et la voiture autonome, elle respecte les règles. Alors, quand il n'y en a pas, elle ne sait plus quoi faire. Bon, mais ça se résoudra, ce n'est pas un problème. De même que les réglementations qui doivent évoluer, puisqu'aujourd'hui, la Convention de Vienne fait qu'on est obligé de tenir son volant pour rouler. Donc tout ça va évoluer, ça va s'intégrer et je suis absolument persuadé, effectivement, d'une manière beaucoup plus rapide que je l'imaginais il y a encore 3 ans, que l'autonomie des voitures va être une fonction qui va se développer de manière relative au départ et peut-être à un moment ou à un autre totale. En tout cas, c'est une piste technique que nous savons travailler. D'ailleurs, les avions, c'est déjà autonome dans beaucoup de... Mais c'est plus facile finalement dans l'air parce qu'il y a beaucoup plus d'obstacles sur une route secondaire ou place de l'Étoile, comme je l'évoquais. Bon. Mais enfin, c'est une révolution parce que ça change évidemment le schéma. Le deuxième point, c'est que quand même, quand les gens conduisent, ils ont besoin d'être suivis. On a maintenant déjà des capteurs, des caméras vers l'extérieur et vers l'intérieur, la possibilité de suivre le conducteur, ses yeux, bref, de s'apercevoir s'il est en situation de fatigue et de problème. Donc, on a tout un ensemble d'applications qui vont servir à la fois dans le cas de la voiture purement autonome ou partiellement autonome, mais aussi dans le cas où le conducteur conduit afin de limiter les problèmes. Parce que vous l'avez évoqué, c'est vrai que les accidents et la mortalité automobile restent importantes, même si elle a diminué de manière considérable depuis 20 ans, elle reste importante et ce sont effectivement des problèmes humains, beaucoup plus que des problèmes de voiture qui maintenant est en bon état de manière générale. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est le lien, comme disait Joël. C'est-à-dire que dans le métier d'ailleurs de constructeur automobile, il y a la notion maintenant de service partagé.
Bon, PSA, une quatrième marque, c'est Free2Move. Free2Move, c'est un ensemble de startups qui ont été intégrées, en restant d'ailleurs gérées comme des startups, ou d'activités qui consistent à créer du lien entre les consommateurs. Bon, et il y a bien sûr Blablacar, enfin, il y a des tas de gens qui se sont lancés dans cette activité de type lien, mais ça va faire en sorte que l'automobile ne soit pas un outil un peu égoïste, tel que parfois c'est critiqué, d'ailleurs à juste titre, ça devienne un outil collaboratif. D'ailleurs, un de mes collaborateurs dit souvent, l'avenir du transport en commun, c'est l'automobile. Ça a été évoqué, je crois, par Joël aussi, parce que la réalité, c'est que l'utilisation de l'automobile avec seulement 1,2 personnes en moyenne, c'est pas logique. Il faut créer du collaboratif pour que les voitures soient un peu plus utilisées par plus de monde en même temps. Donc, ça, c'est un point essentiel, la gestion de tous ces liens. Et les constructeurs automobiles ont bien compris qu'ils devaient s'intégrer à ce type de démarche et non pas laisser ça à l'ensemble des GAFAM ou autres entreprises avec qui nous devons collaborer en tant que constructeurs. Mais enfin, il ne faut pas leur laisser complètement la main parce qu'effectivement, ils n'ont pas l'intention de construire des voitures, mais ils ont l'intention de capter les données des consommateurs. Bon, c'est leur métier, mais nous devons évidemment nous assurer notamment le fait qu'une automobile et ses conducteurs à l'intérieur soient protégés. Et c'est quand même le constructeur automobile et la voiture qu'il met sur la route qui, à un moment ou à un autre, finirait par être responsable s'il y avait des accidents mal maîtrisés. Donc la programmation des voitures autonomes, d'ailleurs, est un problème pour un certain nombre de situations qui ne sont pas encore connues. Voilà. Mais un truc que je m'arrête là, les 5 minutes sont passées. Merci beaucoup. Alain Bensoussan, vous êtes avocat, donc spécialiste du droit des robots, et fondateur de l'association du droit des robots. Donc vous vous intéressez dans ce cadre-là aussi à l'usine du futur, l'usine 4.0, qui est une usine numérique avec des robots collaboratifs et une multitude d'objets connectés, qui implique aussi l'humain. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Bien, il me semble que le monde de demain, il commence dans les usines d'aujourd'hui. L'usine 4.0, c'est l'usine de la collaboration entre les humains et les robots. Alors, une définition des robots, puisque j'en ai une, moi. Donc, j'appelle robot une machine intelligente capable de prendre des décisions dans un environnement autonome. Et notamment, le premier des robots qui est déjà sorti de ces robots-là, c'est la voiture autonome. Et la voiture autonome, elle n'obéit aujourd'hui qu'à elle-même. Encore que, précisons un tout petit peu pour revenir, une fois qu'elle a été fabriquée, un robot qui l'a fabriquée. La voiture autonome, le code est loi et la loi est code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai défi pour les robots, quels qu'ils soient dans l'usine ou à l'extérieur de l'usine, c'est qui a codé quoi. Et lorsqu'un grand dirigeant d'une grande marque de voiture a décidé que jamais sa voiture ne tuera le conducteur qui est à l'intérieur, je pense que c'est un vrai défi marketing pour cette marque qui va arriver. Parce que ce choix très particulier, ce choix qui impose à ces codeurs, eh bien, c'est un choix qui devrait peut-être se poser la question à partir de combien de personnes sont en danger qu'il y aura peut-être un algorithme altruiste. Qui prend la décision de coder le monde de demain dans l'usine et à l'extérieur de l'usine? C'est le code. Et je reviens à l'intérieur de mon usine. Aujourd'hui, les robots sortent des cages. Oh, pas des robots avec émotion, j'en ai rien à faire de l'émotion. Pas des robots avec la conscience, j'en ai rien à faire avec la conscience. Des robots qui travaillent en collaboration, ce qu'on appelle les cobots, des robots qui travaillent en collaboration avec les hommes. L'un prenant en charge la partie intelligence complexe, l'autre prenant en charge la partie un peu moins complexe, mais lourde, difficile. Donc, aujourd'hui, à l'intérieur de l'usine, commence le monde de demain. Le monde où chacun d'entre nous aura son robot. Le monde où chacun d'entre nous pourra l'utiliser selon ses propres aspirations. Le monde dans lequel chacun d'entre nous aura un robot construit à son image. Il n'y a pas à opposer robot et humain. Il y a à construire une collaboration homme-machine, dont une machine qui commence à détecter complètement le non-verbal, une machine qui commence à comprendre l'autre, est une machine qui n'est pas forcément supérieure, mais qui est en aucun cas inférieure. Et au sein de l'usine, ils ont tous déjà un nom. Au sein d'usine, ils sont tous déjà
en relation de proximité. Il faut regarder l'usine parce que demain, ce sera l'hôpital et le domicile. Dans ce cadre-là, j'ai proposé la personne robot. J'ai proposé tout simplement de continuer le raisonnement juridique là où l'usine, parce que c'est à l'usine que je l'ai découvert, que l'on appelait équipier. Tout simplement parce que, naturellement, dans la mesure où il faisait un travail difficile, dans la mesure où il était en interaction, dans la mesure où il était toujours présent, disponible, compréhensible, ça change des humains, gentils et bons samaritains, là ça échange vraiment, eh bien le robot était en situation d'expression d'une personnalité. Personne robot, ça ne renvoie pas du tout à une personne humaine. Personne robot, c'est comme la personne morale. On n'a jamais demandé à ce que la personne morale ait une conscience, ce qui n'empêche pas qu'elle ait un sens de l'honneur et qu'on puisse lui porter diffamation et atteinte à son intégrité patrimoniale. Le robot, au sein de l'usine, doit avoir aussi une responsabilité. La responsabilité générale ne peut pas s'appliquer. La directive machine est inapplicable aux robots. Donc, il faut inventer un nouveau système. Examinons ce qui se passe en usine. Il y a compréhension, assistance, coopération. Le futur de demain, notamment en termes de mobilité pour les voitures autonomes, c'est de construire des voitures qui soient code transparent, code compréhensible, code maîtrisé par les humains qui entrent à l'intérieur de cette voiture. Et pour moi, la voiture qui va être construite demain, avec ce code, ce sera l'équivalent d'une chambre d'hôtel. C'est un non-sens de mourir sur les routes. Il faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui, la technologie le permet. Pour cela, il suffit effectivement de mettre tout de suite des voitures autonomes. À 50 km/h, elles ont 0 accident à 10 puissance moins 9 près. La mobilité telle qu'elle peut être construite dans les usines d'aujourd'hui est entre les mains des hommes. Merci Alain. Alors, David Acomblède, vous êtes l'auteur d'un manifeste pour une citoyenneté numérique. Donc vous allez un peu nous parler de... vous avez un regard sociologique en fait sur les choses et nous expliquer un petit peu comment le citoyen peut reprendre le récit de son histoire en fait. Effectivement. Alors, mon nom est David Lacomblède, David_Lacomblède et non pas tiret, sur Twitter, Facebook, Snapchat, Yammer, Slack, Foursquare et même Google+. Tinder, non. Je préside un think tank qui s'appelle La Villa Numéris, dont vous pouvez rejoindre la communauté, elle est ouverte, lavillanuméris.com, qui promeut l'économie digitale, effectivement, dans une acceptation humaine où l'être humain peut reprendre le récit de sa vie digitale. Effectivement, une nouvelle carte des territoires est en train de se dessiner avec cette formidable accélération des innovations et donc de la mobilité. Il ne faut pas s'illusionner sur les robots et croire que seuls les ouvriers vont disparaître parce qu'en laissant s'accréditer cette idée, on risquerait de mettre en danger des corps de métier qui font qu'aujourd'hui les cabinets d'avocats sont certainement plus en danger que les usines parce que ça coûtera toujours très cher de produire des matériaux et de les entretenir, là où de l'intelligence artificielle et du logiciel par nature est moins cher à produire et à entretenir. Et aujourd'hui, il y a des petits cousins de Watson dans des cabinets américains qui savent vous lire 3 millions de pages en moins d'une minute. Une nouvelle carte des territoires, parce qu'on est passé d'un monde où on voulait aller plus vite, plus loin, plus fort, et ça a donné le TGV en France, ça a donné le Concorde, à une approche désormais plus holistique en termes de multimodalité, ou parce que si vous voulez aller de Brest à Paris, il n'y a guère que Google aujourd'hui qui sache vous proposer la meilleure des cartes des trajets en fonction de vos aspirations. Peut-être le plus écologique, peut-être le moins cher ou le plus rapide, qui sait, mais qui va vous proposer du point à point et cette carte qui va assembler plusieurs moyens de transport au cours de votre journée. Parce que c'est la logique même des transports que d'en avoir plusieurs. Christian Peugeot citait cette très belle vidéo que vous pouvez effectivement voir sur YouTube, San Francisco 1906. C'est un document d'une très bonne qualité, en haute définition, et on y voit effectivement des carrioles à cheval, un tramway, des piétons, des cyclistes, et d'ailleurs celui qui va le plus vite, c'est le piéton.
Et je pense qu'en matière digitale, on en est exactement à ce point-là. On n'imagine même pas l'accélération que l'on va vivre dans les années qui arrivent. Et imaginez un instant que si on avait su le nombre de morts, puisque vous avez une approche finalement assez morbide de transport, pardonnez-moi de vous le dire, mais si on avait imaginé qu'il y avait autant de morts à cause des automobiles que la Deuxième Guerre mondiale en a créé, jamais nous ne serions lancés dans une telle industrie. Et là, on se pose la question de savoir s'il y a danger pour une vie humaine. Voyons le chemin parcouru. Et effectivement, la question de l'autonomie des véhicules va poser la question de sa propre liberté. Est-ce que je suis autant libre en étant autonome? Est-ce que je suis libre de m'arrêter sur un pont pour regarder le soleil se coucher alors que je dois être à l'intersection suivante pour ne pas louper mon train? Et ce sont des questions aussi que l'on devra se poser et que l'on devra résoudre dans cette approche parfaitement holistique aujourd'hui. Quand je parle de nouvelle carte des territoires, et effectivement, aujourd'hui, avec l'enchérissement à terme des hydrocarbures, avec le doublement de sa vie, il y a 100 ans, l'espérance de vie était d'à peine 40 ans, aujourd'hui elle est de plus de 80 ans. On arrive d'ailleurs à la retraite pour une deuxième vie professionnelle. La tendance, et je vous renverrai vers les thèses de Jean Viard, qui est un sociologue, qui montre que durablement les populations préfèrent aller vivre au soleil, on comprend pourquoi, et en bord de mer parce que le transport maritime sera durablement le moins cher. Ce qui explique le succès de la Silicon Valley aux États-Unis, mais aussi de la Côte d'Azur en Europe et dans le sud de la France, qui est passé en moins de 50 ans de 2 millions d'habitants à 7 millions d'habitants, dans des régions qui n'ont pas été complètement préparées. Et il suffit d'aller à la sortie de Cannes un soir pour voir qu'il y a beaucoup de monde qui rentre chez soi, que les parkings ne sont pas au rendez-vous, etc., etc. Et c'est vrai que le numérique pose une question aux décideurs politiques et économiques, parce que quand vous construisez une autoroute, un parking, vous devez voir loin et à 30 ans, ne serait-ce que pour des questions de financement. Là où vous avez une population qui, de plus en plus zappeuse, si je puis dire, et qui veut son Autolib, son Vélib et son Blablacar. Certes, c'est sympathique parce que c'est un peu les routes sont sympas en version one-to-one, mais néanmoins qui pose des questions à la puissance publique, parce que vous avez aujourd'hui des aires de péage pirates qui se créent en marge des péages pour prendre à bord ceux que vous emmenez dans votre véhicule. Et donc effectivement, la puissance publique doit s'emparer aujourd'hui de ces éléments pour proposer la plus grande des libertés à ses concitoyens. Charge à nous de l'exercer avec responsabilité. Merci beaucoup pour ces éclairages complémentaires et vraiment très instructifs. Alors j'imagine qu'il y a quelques réactions, bien sûr, des uns et des autres. Qui pourrait nous dire un mot avant cela? J'aurais aimé qu'on parle un petit peu aussi de la mobilité dans le domaine dont on ne parle pas souvent, qui est le domaine militaire. Vous aviez un petit mot à dire, je crois que Joël voulait en parler. Parler des drones militaires rapidement, et puis après je vous laisse réagir. Non, je ne vais pas parler tout de suite des drones militaires. Je voudrais lancer aussi la discussion entre nous avec... en étant le promoteur de l'immobilité. Je vais expliquer pourquoi. On vit dans un monde hyper connecté. On est hyper mobile sur le plan de l'esprit. Je suis d'accord avec François Tadei, la mobilité de l'esprit est fondamentale. Moi, je l'ai vécu en 2 endroits, à la Silicon Valley pendant longtemps et autour du MIT. La mobilité des gens, la mobilité des idées, la mobilité de l'esprit, la mobilité des capitaux permet de faire en sorte que cet échange permanent crée de la valeur ajoutée, crée des entreprises, des startups. Nous pratiquons par Internet la mobilité. Quand on envoie un mail à quelqu'un avec un lien cliquable, on ajoute quelque chose à ce mail. Sur Twitter, vous et moi, nous tweetons tous les jours 2 ou 3 informations scientifiques, techniques, ou pour faire en sorte que les gens aillent un peu plus loin. Donc c'est une forme de mobilité de l'esprit. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, je prône l'immobilité. L'immobilité, prenons 2 exemples. L'immobilité d'une ville, l'immobilité apparence d'une ville, ou l'immobilité d'un végétal. L'immobilité fait qu'une ville, elle est faite de bâtiments, de rues, il y a des choses qui circulent dans les rues et qui bougent, mais grâce à cette télécommande universelle que nous avons tous dans nos poches, qu'on appelle le smartphone, grâce à cette télécommande universelle, on rend la ville cliquable. On retrouve le lien dans le lieu, comme je le disais dans mon introduction. Avec le smartphone télécommande universelle, je peux cliquer dans cette ville et obtenir toute une série de services et toute une série d'informations.
Comme le disait Christian tout à l'heure, la voiture devient un réceptacle de services nouveaux, pas seulement un système pour se déplacer d'un endroit à l'autre. En cliquant dans la Tesla, aujourd'hui, avec cette espèce d'immense écran au milieu, on a l'impression qu'on est sur un iPad sur 4 roues. Et la voiture, de plus en plus, se dote de cette intelligence. Une voiture, aujourd'hui, contient 100 000 lignes de code. Et on l'a vu pour la tricherie de Volkswagen sur la pollution. Donc, l'immobilité d'une ville est un fait auquel nous pouvons accéder grâce à cette télécommande universelle et grâce aux liens cliquables numériques. Le végétal est immobile. Et pourtant, le végétal a des quantités de stratégies, de survie, de communication, d'échange. Pourquoi ? Parce que le végétal contient beaucoup plus de gènes que nous. Les humains, nous avons 20 à 30 000 gènes. Le végétal en a 50 000 à 60 000. Et cette quantité de gènes lui permet, tout en étant immobile, de s'adapter à son environnement, de communiquer d'arbre en arbre par des terpènes qui sont des résines qui flottent dans l'air, d'être capable de changer la qualité des feuilles d'une branche basse quand les animaux commencent à les manger pour créer une toxine qui les répulse. Les gènes de la plante immobile lui permettent de travailler en synergie avec des abeilles pour la pollinisation de fleur en fleur et la reproduction. Donc, végétalisons-nous. Végétalisons-nous en comprenant l'importance de l'immobilité dans un monde hyperconnecté. L'importance de cette immobilité, pour moi, elle lie 3 choses. L'approfondissement, la transmission et la recherche de sens. Quand on est hyper connecté, je le vois dans des foules ou dans des voyages touristiques, surtout la génération des millennials, ils ont leur smartphone à la main pour tout ce qui se passe. Il y a un événement dans la rue, quelqu'un qui bouge, on prend une photo. Un groupe, on prend une photo. Selfie, photo, etc. C'est très bien, mais on ne vit plus l'instant, cette beauté du paysage, cette beauté du monument. On pense à la photo qu'on va envoyer à ses copains. Encore une fois, mobilité de l'image, mobilité de l'esprit, hypermobilité. Et moi, je pense qu'il faut essayer de sortir un peu de ça, d'être capable d'être avec soi et avec les autres, fort du lien humain, du lien social, qui donne du sens aux choses, qui permet l'approfondissement et qui permet la transmission. Donc, je vais paraître un peu ringard, mais je prône l'immobilité. Végétalisons-nous, pensons à l'approfondissement, à la transmission et à la recherche du sens, plutôt que simplement l'élément qu'on va envoyer à d'autres pour montrer qu'on est mobile, qu'on est dans le coup, qu'on est à tel endroit, et sur son Snapchat, de montrer le plat qu'on est en train de manger en disant « c'est formidable, j'espère que tu seras là la prochaine fois ». Vive l'immobilité. Merci Joël. Alors, François Tadei, je crois que vous vouliez réagir aussi. Oui, merci. Le bugiste que je suis ne peut pas ne pas répondre à Joël, puisqu'il nous tend des perches. Il y a 3 manières de s'adapter pour un organisme vivant. La première, c'est de muter quand l'environnement a changé. Et les plantes font ça très bien. Elles recombinent et elles hybrident même des génomes de manière... Donc la variabilité génétique est une des manières de répondre, et c'est quelque part se déplacer dans l'espace génétique. La deuxième stratégie, c'est la migration. Et on peut fuir, par exemple, face à un ennemi, on peut aller vers une source de nourriture. Les plantes, elles cherchent à migrer vers le haut, en l'occurrence, vers la lumière, et elles sont en compétition les unes par rapport aux autres dans les forêts équatoriales, par exemple. La troisième manière qui est intéressante, c'est la capacité à modifier son propre environnement. L'archétype, c'est le castor. Le castor, il aime bien les lacs, mais il est dans un torrent. Alors, il pourrait remonter le torrent jusqu'à ce qu'on trouve un lac, mais il n'y a pas forcément un lac, même en haut à la source. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il construit un barrage et il transforme le torrent en lac. Et donc, il modifie son environnement. Et donc, une des stratégies de sédentarisation, c'est typiquement de créer son propre environnement. Et les humains sont évidemment très forts là-dessus, mais il y a plein d'autres qui le font. Les fourmis, les termites, les abeilles, etc., construisent leur environnement, et construisent des environnements qui sont complètement dynamiques. Une fourmilière, c'est profondément dynamique, de même qu'une ville, c'est profondément dynamique, simplement pas forcément sur les mêmes échelles de temps. Et donc, on a besoin de s'interroger sur ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire bouger ? Est-ce que c'est notre génome qu'on veut faire bouger ? Il y a des gens qui commencent à parler d'humains génétiquement modifiés. Est-ce que c'est de la migration ? Et on migre tous, ne serait-ce que pour venir ici, on a migré, on n'a pas été complètement immobile, parce qu'on est venu trouver ici des choses qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui sont venus jusqu'ici. Donc il y a des jours où on a besoin de bouger.
pour une raison ou pour une autre. Et puis il y a au contraire des moments où on a besoin de s'enraciner, on a besoin de savoir d'où on vient. Et on a besoin de s'interroger sur nos racines communes. Typiquement, la terre patrie, pour reprendre ce joli mot. Ça fait partie, on peut vouloir la quitter, mais on a peut-être plus intérêt à la préserver avant de penser à la quitter. Et donc, de ces différentes stratégies qui sont vraies déjà chez les bactéries, on peut les retrouver à toutes les échelles du vivant. Et on a besoin de s'interroger sur nous, quand on a besoin de bouger, pourquoi on a besoin de bouger, et quelles sont nos autres stratégies possibles, en particulier celle de préserver notre environnement ou de l'améliorer à mesure. Donc je pense que ces différentes dimensions, elles sont intrinsèquement liées, et la stratégie de la mobilité est une des belles stratégies, mais typiquement, quitter la planète plutôt que la préserver, ça me semble être une folie. Ce serait dommage quand même. Alain Bensoussan, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, moi, en tant que juriste, en tant que juriste sur 5 ans, j'adore Joël. Je veux dire, je suis toujours sublimé quand il parle. Et bon, mais l'immobiliste, moi, ce que je vais vous donner comme élément de réflexion, c'est le droit de fuir. Je vais vous montrer. En fait, il n'y a plus de cartographie. Mais il n'y a plus de cartographie. D'abord, on n'utilise plus aucune carte, personne ne sait les utiliser. On les a abandonnées, les cartes et les boussoles. Aujourd'hui, il y a le GPS. Le GPS, c'est quoi? C'est le Jurassique de l'esclavage technologique. Nous rentrons dans un monde d'esclavagisme. C'est-à-dire que vous obéissez au GPS. Quant à la carte de Google, qui est la meilleure possible, évidemment, puisqu'elle est préprogrammée. Quant à Uber, il est totalement efficace parce qu'il a déjà calculé la voiture que vous aviez, vous, besoin avant même de l'avoir formulée. Avec la data, ces algorithmes sont d'une puissance effrayante. Et lorsqu'on pense être mobile, mais on n'est rien d'autre que sous la domination et le joug des données. La plupart des gens disent « je suis propriétaire de mon nom, mon prénom, mes données, mes informations », mais ils n'ont aucune propriété. Dans le monde entier, il n'y a rien comme propriété des données. La seule société qui a consacré implicitement la propriété des données, c'est Facebook, qui déclare que je lui accorde une licence non exclusive par un clic sur l'ensemble de ma propriété incorporelle. Le danger aujourd'hui des nouvelles mobilités, c'est pas de continuer à mourir sur les routes, il va falloir que ça s'arrête. C'est pas des codes effectivement liberticides, il va falloir que ça s'arrête. C'est d'abord et avant tout que d'autres ont décidé avant moi, grâce à une algorithmique et par une analyse de l'ensemble des signaux faibles qui forment ma personnalité, ils vont décider à ma place de ce que je vais consommer, de ce que je vais aimer. La voiture, ce n'est plus un élément de mobilité, c'est un élément d'entertainment. La mobilité, elle est ensuite. Ce que je veux, moi, c'est ce que je fais pendant ce temps. C'est la réappropriation du temps. Le conducteur ne conduisant plus, il faut réapproprier ce temps. Ce temps, c'est la data qui le lui donne. Et donc aujourd'hui, pour les mobilités, il faut retrouver le droit à la liberté, il faut retrouver le droit à la non-traçabilité, il faut retrouver le droit au choix autonome. Et pour cela, il faut que je comprenne les algorithmes. Et si le Dieselgate a au moins un intérêt, c'est d'avoir montré effectivement qu'on pouvait, au plus profond de ma voiture, ça j'en suis propriétaire, mais pas des algorithmes, qu'on y a mis quelque chose, c'est la tricherie contre la planète. Et donc le monde de demain, c'est celui qui me permette de fuir et de ne pas être esclave des algorithmes qui ont prédécidé de ma destinée. Alors, éloge de la fuite, comme disait le professeur Laborit, qui a aussi fait partie du groupe des 10, donc je passe naturellement la parole à Joël. Alors voilà, je suis, vous avez compris, pas un partisan de l'immobilité. Je considère l'immobilité comme un investissement dans un capital temps. Tu as parlé du temps tout à l'heure, c'est-à-dire une mobilité interne, d'utiliser la déconnexion hyperconnectée pour pouvoir investir dans le capital temps, pour pouvoir faire autre chose et avoir une mobilité intérieure. Et comme surfeur, vous savez que le surfeur est un sport dynamique. On est à la fois sur une planche qui bouge, sur une vague qui bouge. Et des gens disent, regardez, ce surfeur ou cette surfeuse, il est immobile, il est en équilibre. Pas du tout. Si le surfeur est en équilibre, il tombe. Il doit être en déséquilibre contrôlé. Et comment il est en déséquilibre contrôlé par rapport à quelque chose qui est dynamique, la planche et la vague, c'est qu'il est nourri d'une multiplicité d'informations, l'information multidimensionnelle. Les autres surfeurs, la marée, le vent,
les conditions diverses qui changent tout le temps. Donc je dis que ce n'est pas l'immobilité qui doit primer, c'était un peu une boutade pour dire réfléchissons à ce que nous apporte le fait d'être déconnecté, d'investir dans soi-même, d'investir dans les autres, d'investir dans son capital temps pour avoir une mobilité intérieure d'idées et de choses à faire qui est plus constructive que de vivre l'instant par smartphone interposé plutôt que de vivre l'instant tel qu'il est vraiment dans sa réalité physique et sa réalité psychologique ou intellectuelle. Alors, Mélanie, Marcel, je crois que vous pourriez continuer un petit peu sur ce ton-là, quand on dit de donner de l'importance à sa vie finalement, d'investir dans autre chose que dans les smartphones et le virtuel. Ça vous inspire quelque chose, je pense. Oui, absolument. J'aimerais bien revenir sur deux choses qui ont été dites. On a parlé d'évolution de l'humain. Alors, d'un côté, l'homme augmenté avec, par exemple, pouvoir implanter en soi des puces électroniques pour devenir meilleur, avoir une meilleure mémoire, être connecté directement à Internet, etc., etc. Ça, c'est une forme d'évolution où vraiment l'humain serait coévoluerait en fait avec la technique, avec la technologie. Et puis de l'autre, c'est très intéressant parce que Joël a mentionné finalement l'évolution presque interne, la recherche de sens, une évolution humaine qui ne demande pas forcément ce lien à la technique et même dans ce cas-là qui demande une déconnexion. Et je pense que c'est un sujet primordial, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Il faut vraiment se poser aujourd'hui la question, est-ce qu'on veut évoluer, vers quoi, et comment est-ce qu'on donne du sens à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on donne du sens à la fois à nos actions, mais aussi aux actions de nos entreprises, aux actions de nos associations, aux actions de nos sociétés en général. Et je pense qu'au cœur de cette question-là, finalement, ces deux évolutions possibles sont vraiment au cœur. Est-ce qu'elles s'opposent ou pas? Je n'irai pas jusqu'à répondre. Je pense que chacun doit se poser la question. Mais c'est une question primordiale et aujourd'hui, on ne se la pose pas assez, je pense. Souhaiterais réagir, puis François, t'as dit. Et je passerai la parole à Christian Peugeot ensuite. On sera près de la conclusion. Toute déconnexion est impossible. Je parie que vous vous souvenez parfaitement de ce que vous faisiez le 6 juillet 2012 vers 15h30. Alors dit comme ça vous évoque peut-être rien. C'était le jour de la fameuse panne Orange. Et que vous soyez abonné Orange ou pas, vous avez été en difficulté pour joindre quelqu'un de votre famille, pour organiser le dîner de ce soir. Ça a montré certainement une petite schizophrénie pour certains et un affolement. Heureusement, il n'y a pas eu de drame humain, peut-être une jambe cassée, pas complètement soignée dans les temps. Mais ça a montré qu'on ne pouvait pas se couper du moindre écran à un moment. Et notre vie est rythmée par les écrans, 7 en moyenne par foyer. Je parie que le premier geste pour beaucoup d'entre vous ce matin était d'éteindre votre réveil sur votre téléphone. Ça fait cher le réveil matin, by the way. Mais plus sérieusement, effectivement, aujourd'hui, nous sommes devenus les entrepreneurs de soi-même, les metteurs en scène de notre propre vie. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un parmi ses amis qui fait quelque chose de mieux que soi-même parce qu'il est en train de se dorer la pilule à l'autre bout de la Terre. Ça peut créer parfois peut-être des frustrations, mais charge à chacun aussi d'en faire sienne. Et là où je ne vous rejoins pas, c'est sur le fait que la connexion serait un frein à l'imagination et à l'innovation. Bien au contraire, puisque aujourd'hui vous êtes condamné à innover, condamné à faire véritablement du nouveau. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites une thèse et que vous en plagiez une partie, vous faites repérer immédiatement. Les universités donnent d'ailleurs des mouchards aux élèves eux-mêmes pour qu'ils puissent s'auto-évaluer. Je ne sais pas si vous avez vu cet étudiant qui avait une thèse sur Huxley. Il s'est pris un peu au dernier temps, pardonnez-moi du lapsus. Et il a repompé la page Wikipédia au dernier moment. Il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une bêtise, moyennant quoi il est allé changer l'intégralité de la page Wikipédia après. Il a été démasqué dans la minute par la communauté Wikipédia. Il est interdit d'examen. Et donc aujourd'hui, vous êtes condamné à innover et on va avoir des sauts technologiques, d'innovation, en sciences humaines aussi, considérables, dont on n'imagine même pas la hauteur. Alors François,
Ouais, je vais essayer Mais je suis de d'accord, rebondir sur une... la déconnexion sera un luxe aussi. Hein. Je vais rebondir sur une partie de ce qui a été dit, à nouveau en faisant un appel à Lewis Carroll et à la poésie. 30 secondes. Lewis Carroll parlait de la Reine Rouge. Hein. La Reine Rouge courait avec Alice très vite et pourtant elle ne bougeait pas. Donc elles étaient quelque part dans l'équilibre dynamique dont tu nous parles. Et Alice lui l'interroge en disant mais c'est bizarre, dans mon pays quand on court on avance, et la reine dit oh mais ton pays va lentement. Dans mon pays il faut courir aussi vite que l'on peut, ne serait-ce que pour rester au même endroit, et si on veut aller ailleurs il faut commencer à courir 2 fois plus vite. Et donc il y a bien cette course effrénée, hein, et Lewis Carroll et cette image a été repris par des économistes, elle a été reprise par des biologistes de l'évolution, et aujourd'hui on voit bien qu'on est dans ce monde de la reine rouge en hyper-accélération où chaque génération on doit courir plus vite que les générations précédentes. La question du sens que pose Mélanie, c'est dans quelle direction on a envie de courir. Et on n'a pas toujours le temps de se poser cette question. D'où l'intérêt de la déconnexion, ou en tout cas de prendre du temps pour se questionner individuellement et collectivement sur mais où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc cette question de la mobilité, je pense qu'on a vraiment besoin de se la poser aussi en ce sens-là. Hein, et je reviens sur ce que disait Mélanie, sur la notion du sens. Qu'est-ce qui fait du sens ? Il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont penchés sur cette belle question. Et il y a essentiellement pour les individus 3 dimensions principales, qui est d'une part la relation aux autres, à ses proches. Et on voit bien que ça a du sens de passer du temps avec ses enfants, ses parents, ses amis, etc. La deuxième, c'est de faire des choses créatives. Et ça tombe bien parce qu'on est dans un monde où a priori on peut être toujours plus créatif. Il ne faut pas que ça devienne une injonction insupportable et qu'il y ait une normalisation de la créativité, mais il y a besoin de la cultiver, et je pense que c'est une bonne chose. Et la troisième chose, c'est de faire des choses qui ont un impact et qui nous dépassent en tant qu'individu et qui contribuent à améliorer le collectif. C'est un peu le côté des castors. On contribue à son environnement. Et donc là, il y a tellement de défis planétaires auxquels on peut contribuer que quelque part, il y a vraiment des marges. Et ce qu'il faut savoir pour revenir sur le travail aux robots et la vie aux humains, c'est qu'un robot, ça ne définit pas, en tout cas pas aujourd'hui, cette question de sens. Hein, les intelligences artificielles, elles optimisent à partir des données d'hier. Elles ne sont pas capables d'inventer demain autrement que comme une extrapolation de ce qu'était hier. Notre imagination, notre créativité, notre recherche de sens, notre volonté de contribuer à des choses qui nous dépassent, le côté make the planet great again ou des choses comme ça, ça peut contribuer à donner du sens. Et effectivement, on a besoin de se relier les uns aux autres. Et une des spécificités de notre espèce, c'est notre capacité à coopérer ensemble pour faire des choses qui n'auraient pas de sens si on n'avait pas tous ensemble envie de le faire. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Je veux dire, les religions, l'argent, même les entreprises ou les diplômes n'ont pas de sens, sauf si tout le monde croit que ça a du sens de participer à ces aventures collectives. Et donc, je pense qu'il y a besoin de s'interroger individuellement et collectivement sur ces questions de sens pour savoir dans quelle direction on a envie d'avancer, vers quel type de mobilité planétaire on a envie de créer. Notre planète a une longue histoire, mais on a toujours plus conscience sur cette planète et à des échelles toujours plus grandes. Typiquement, les premières molécules et les premières cellules avaient tout juste une connaissance locale de la température. Aujourd'hui, on a une connaissance globale de la température, non seulement aujourd'hui instantanément, mais aussi on est capable de nous projeter à un siècle. Et donc ça, c'est très important. Donc on est capable d'avoir une conscience individuelle et collective pour réfléchir sur ce qui fait du sens pour chacun d'entre nous. Et donc le défi de toutes ces machines et de cette reine rouge qui accélère tout le temps, c'est de nous inviter à réfléchir sur ces sujets. Merci beaucoup. Christian Peugeot, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot et puis la conclusion avec Joël de Renet, puisqu'on arrive déjà au terme de cette passionnante table ronde. Écoutez, moi je ne voudrais pas revenir dans des choses plus banales parce que tout ce qui a été dit est très intéressant. 2 petites choses. Il y a effectivement, de temps en temps, on peut se culpabiliser quand on fabrique des voitures et qu'on les vend. Finalement, à quoi ça sert ? Est-ce que ce n'est pas négatif d'apporter sur la planète toutes ces voitures qui polluent, qui font des accidents ? Bon, j'ai évoqué tout à l'heure l'amélioration du véhicule lui-même. Je dirais que les services rendus sont quand même pas non plus complètement négligeables. Il y a les Airbnb pour les hôtels, les voitures, il y a aussi un peu ça. Et je crois que il y a quand même un besoin de mobilité physique. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut prendre son temps. Moi, je ne suis pas tellement, comme l'évoquait Joël, fanat des photos en permanence. Il faut savoir être tranquille.
Bon, donc une mobilité intelligente, ça sert quand même. Il y a des gens qui ont des problèmes de mobilité personnelle, il y a des enfants, enfin, il y a quand même un besoin. Et puis, j'évoquerai juste un souvenir personnel. J'ai passé quelques années en Allemagne à essayer de vendre des voitures françaises, vous imaginez bien, en Allemagne. C'est un peu comme, c'est aussi facile que vendre du vin allemand en France, vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais c'était au moment de la chute du mur. Et les Allemands de l'Est se sont précipités sur les automobiles, neuves et d'occasion. C'était pour eux la liberté. Ils ont pu aller voir leurs cousins de l'autre côté. Et moi, j'ai vécu ce moment-là, j'étais là-bas, comme quand même un grand moment, quoi. Voilà. Donc, l'automobile, j'espère, participera à l'avenir aussi à des moments positifs et en évitant de polluer la Terre de manière excessive. Mais bon, la voiture électrique, l'énergie solaire, je pense que ça nous aidera à terme à résoudre les problèmes d'énergie. Oui, puis la voiture électrique, ça ne pollue plus et on en fait de très très jolies maintenant. Alors pour les amateurs de bagnoles, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Joël, la conclusion, s'il vous plaît. Je voudrais reprendre l'intervention de François sur la recherche du sens. Est-ce que la mobilité peut nous aider à trouver du sens? La mobilité de l'esprit, certainement, avec la capacité d'échange dans le lien humain, le lien social. Mais la recherche du sens collectif et l'application de ce sens collectif à la vie de tous les jours, ça s'appelle la politique. Est-ce que la mobilité peut aider à la politique moderne? C'est une question intéressante à se poser, me semble-t-il, parce que nos sociétés se sont fondées sur des éléments venant de la physique, sur des principes venant de la physique. Deux, principalement, l'élément et la force. L'élément, c'est la particule élémentaire, c'est l'atome, c'est la molécule, c'est la cellule, ce sont des éléments. Nous sommes des éléments dans un marché, analysés par les études de marché, analysés par les sondages. Nous sommes des électeurs, des éléments, des acheteurs, des consommateurs, des éléments. Et puis il y a la force gravitationnelle, la force de potentiel, le potentiel électrique, la force des militaires, la force des partis l'un contre l'autre. Or, la force et l'élément sont en train d'être remplacés dans l'écosystème numérique par le lien, je l'ai dit, et le flux. Force, élément, lien et flux. Ce qui change les rapports en politique. Si on pense que la mobilité peut avoir un rôle dans la politique, on va peut-être le voir avec ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les rapports de force, tout en restant essentiels dans les relations entre les nations et surtout dans les relations militaires entre les pays, peut progressivement être complémenté par la relation de flux. L'échange de flux, rapport de flux plutôt que rapport de force. Qu'est-ce que ça veut dire un rapport de flux? La différence entre un rapport de force, c'est qu'un rapport de force est un affrontement dont on ne peut sortir que par une escalade. Tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre. Donc c'est une situation binaire, extrêmement instable, dangereuse. Alors que le rapport de flux se fonde sur l'information mutuelle. Le win-win est typiquement un échange de rapport de flux. Je sais ce que je donne, je sais ce que je reçois. Qu'il s'agisse d'informations, que je l'avais dit tout à l'heure avec l'exemple d'Aristote, informer, s'informer, ou qu'il s'agisse d'argent. Je donne, je reçois. Donc les rapports de flux sont des rapports de mobilité. Mobilité des gens, mobilité des esprits, parce que tout bouge, tout change. On revient à surfer la vie. C'est-à-dire il faut que nous soyons mobiles dans notre esprit, que nous soyons mobiles dans ce que nous donnons, que nous soyons mobiles dans ce que nous recevons, pour pouvoir mettre en œuvre les rapports de flux plutôt que les rapports de force. Et ça va être un véritable changement en politique. Le fait que la mobilité en politique, on voit émerger progressivement avec ce qui est en train de se passer en ce moment, on verra si ça réussit ou pas, la mobilité des gens qui change complètement un Parlement, la mobilité des idées qui deviennent non plus binaire, c'est ou ça, typiquement l'affrontement des partis, mais ça peut être et ça, le et plutôt que le ou, un affrontement bienveillant qui est celui des rapports de flux, puisque je sais ce que je donne, je sais ce que j'échange. Donc bienveillance, générosité, solidarité, partage, altruisme sont des notions fondées sur la mobilité. Mobilité des idées, mobilité des gens, qui sont prêts à ne pas se scléroser dans une structure hiérarchique pyramidale, mais à bouger pour aller échanger avec d'autres, pour créer quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure en terminant ma conclusion précédente, construire ensemble un futur souhaitable plutôt que de subir un futur imposé par d'autres. Merci beaucoup, merci à vous tous.